Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Il est presque l'heure de trinquer pour la nouvelle année, Eh oui. presque. D'ailleurs on a ici nos un verres petit, sont prêts, hein, voilà. comme chaque année, Santé à toutes et quand il tous. s'agit de faire notre top de l'année et les films les plus attendus de 2022, ça c'est pour très bientôt, eh ben on trinque un petit peu, c'est la fin d'année, comme tout le monde. Trinquez aussi avec nous, chez vous. Il faut bien que les 10 euros que nous avons gagnés sur YouTube nous payent une petite bouteille, hein, voilà. C'est ça, on se met une petite bouteille avec les... C'est pour ça qu'il y a des pubs de temps en temps sur nos vidéos, c'est pour qu'on ait payé de l'alcool, tu vois, c'est simple que ça. En tout cas, on fait ici les 10 films de l'année 2021, en tout cas les 10 films de Thibaut, parce que j'ai pas eu l'occasion de les voir tous. J'en ai vu quelques quand même, parmi le top 10. Avec un changement, parce que j'ai quand même inclus un des films que tu avais... Ouais. T'en as peu vu, Guillaume en a peu vu. Bébé, machin, enfin, il est occupé. Hein. Et même de manière générale, tu vois genre un taux de films que je ne pourrais jamais regarder en une année. Donc, je sais pas à combien je suis là, mais presque à 500 je pense. Voilà, 500 films. Long métrage. Parce que sinon je suis... Mais oui, donc globalement ici c'est plus ou moins mon top 10 avec certains choix que tu aimes beaucoup. Moi d'habitude personnellement je fais jamais un top 10, je fais un top 20 parce que je trouve que le top 10 est très très réducteur. Donc si jamais vous voulez voir d'autres petites surprises, parce que je pense qu'il y a l'une ou l'autre chose dont on n'a peut-être pas parlé dans le podcast, moi je mets mon top 20 sur mes réseaux sociaux, Instagram, et Letterboxd, non, Instagram tu fais ça aussi et Twitter. J'ai pas encore mis sur Letterboxd, Voilà. mais oui. Mais surtout, voilà, sur Instagram, sur Twitter, je mettrai mon top de fin d'année avec 10 films de plus, quoi, du coup. Tout à fait. Et donc, comme d'habitude, on part du 10e pour arriver au premier. À chaque fois, on récapitule un petit peu le film, de quoi ça parle et surtout, qu'est-ce qu'on en a pensé. Mais forcément, tous ces films-là ont eu une critique, je pense, pratiquement tous. Peut-être pas le 10e. Non, si, ah oui, on en a parlé. Oui. Oui, tu l'as vu. Oui, hein. je l'ai vu. Mais ok, donc très bien. Donc à mon avis, ils ont tous une critique en format audio ou vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vite rechercher. On va les mettre en description de la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez aller voir tout ça et écouter surtout tout ça. Tout à fait. On commence par le commencement. Ah oui, je précise quand même pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ça devrait aller, mais ceux qui nous regardent, nous sommes en train de faire on montre des images, on a des petits tags, etc. qui vont apparaître à l'écran, donc forcément ça demande un peu de concentration tout ça, et on risque de parfois faire des plantages, mais donc comme ça vous êtes au courant. Parce que Guillaume a la souris en main, il va devoir faire beaucoup de choses en même temps. Je vais devoir faire beaucoup de choses et boire en même temps, c'est très compliqué. Donc voilà, on commence. Parler et boire, moi ça va. On commence tout de suite par le 10e film de l'année, en tout cas un film qu'on recommande chaudement, Thibaut. De toute façon, on les recommande tous chaudement. Mais c'est moi qui l'ai mis dans le top. Ouais, il n'était pas dans le top, j'ai dit non, celui-là j'aimerais bien qu'on le mette dans le top parce que pour moi c'était un énorme coup de cœur. On parle de Minari de Lee Isaac-chung. Vous avez d'ailleurs le nom du film qui apparaît à l'écran. Minari, c'est un film incroyable sur une famille sud-coréenne qui vient s'installer dans l'Arkansas avec comme ambition d'ouvrir une ferme en fait. Le père veut devenir fermier et donc ils vont devoir s'habituer dans cette nouvelle vie. Il y a également un petit garçon qui crève l'écran qui est dans le film. J'ai cru que t'allais dire qu'il crève de faim. Aussi. Non, pas du tout. Et donc un petit garçon et une grand-mère qui crève l'écran et qui a crevé les tapis rouges aussi quand le film était sorti. Je pense qu'il était sorti aux États-Unis fin 2020 du coup. Parce que c'était un des films à Oscar, donc il a d'office dû sortir un petit peu avant 2020. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de photos de lui après à toutes les cérémonies et avant-première, etc. Et c'était, le petit garçon, il s'amusait bien. Il s'amusait bien et surtout c'était vraiment l'occasion de montrer tout ça, de montrer l'équipe pour ce film-ci, Minari. Alors, moi j'avais adoré ce film pour des raisons personnelles aussi, parce que forcément, étant moi-même jeune père de 2 enfants, j'ai pu beaucoup m'identifier sur cette quête d'exemple qu'il veut donner à ses enfants, de fait de vouloir être un bon père, mine de rien, c'est ça le sujet du film. Et donc forcément, ça m'a fort touché, mais au-delà de ça, je trouve que le film est universel, il s'adresse à tout le monde. On a là une superbe histoire d'intégration. On n'est pas en train de parler de l'intégration classique aux États-Unis, c'est pas les noirs, les blancs, etc. On est aussi maintenant en train de parler des asiatiques et des sud-coréens dans ce cas-ci. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique, avec une excellente musique également de je ne sais plus son nom, Émile Mouchetti, je sais plus, non pas Mouchetti, c'est quelqu'un d'autre ça. Non. Mais voilà, j'écoute souvent cette musique en tout cas sur Spotify. Ouais. D'accord. Ouais. Mais écoute, très belle soundtrack. J'ai absolument pas de souvenir de la BO. Ah oui, magnifique soundtrack. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais ce qui est rare, venant de ta part. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je fais très attention en général. Elle m'avait pas spécialement marqué, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise musique. C'est juste que voilà, il n'y a pas eu spécialement de thème hyper marquant. Mais à mon avis,
de mon souvenir, c'est plutôt une musique assez douce et qui doit être plutôt agréable quand tu travailles ou quelque chose comme ça. Non Assez poétique, Ouais, assez virevoltante en effet, avec des petits chœurs, des petits murmures comme ça. C'est très joli, oui, très beau, je vois bien. très Arkansas, mine de rien. Voilà, c'est un peu ça le délire. Arkansas, on dit pas le S. Arkansas, yeah. Enfin, Donc voilà. Les gens du coin ils disent pas le S. Voilà. Bref, j'ai bien aimé ce film-là pour toutes ces raisons-là. Thibaut, est-ce que tu as d'autres raisons pour lesquelles tu as aimé ce film aussi, Thibaut? Je trouve que tu as plutôt bien résumé la situation. Je trouve aussi. Bah oui. Et non, clairement, c'est un film qui, de toute façon, était dans mon top 20, donc je n'ai absolument pas de problème à le mettre dans le top 10, Guillaume, sois rassuré. Oui, c'était vraiment un très bon film. C'est un film qu'on avait hâte de voir parce que ça fait partie de ces films qu'on piste déjà depuis quelques mois avant la sortie. Surtout qu'en plus, chez nous, la sortie a été repoussée suite au cinéma qui était fermé à cause de la pandémie. Donc le film n'a débarqué chez nous que fin début de l'été, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Donc voilà, on était très très contents d'enfin le voir quand il est sorti. Et oui, très très belle surprise. Avec un super Steven Yeun. Notre ami Steven Yeun, grand souvenir d'interview, Guillaume et moi. À Cannes. À Cannes. Tout à fait. Pour le très beau film Burning. Hein. Mais voilà, grand acteur américain qui mériterait d'avoir de plus en plus de premiers rôles. Et en tout cas, ici, c'était un film absolument parfait pour lui, où il était vraiment flamboyant. Donc voilà, très très beau film Minari. Si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le. Il doit être largement disponible maintenant en vidéo, etc., en VOD. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur une plateforme belge notamment, je pense Sooner, il est dessus. Donc voilà, n'hésitez pas pour rattraper ce film-là, tout à fait. Thibaut, ça c'était notre 10e film de l'année. On commence, on l'a dit doucement, hein, c'est bien le principe. Mais là, on va parler d'un film beaucoup plus récent. Ah oui, on en a parlé il y a quelques jours. C'est ça, c'est ça exactement. Il s'agit du film Riders of Justice. Grosse surprise quand même ce film qui soit dans le top 10 parce que on en a parlé en bien. Tu m'as dit c'est vraiment le film qui fait tout à fait son job pleinement. Y a rien qui dépasse, tout est bon, tout fait plaisir. C'est du cinéma gourmand. Ouais. Avec Mads Mikkelsen, on rappelle un tout petit peu un film de Anders Thomas Jensen. Qui nous parle de Marcus, un militaire danois en poste en Afghanistan qui rentre chez lui après la mort de son épouse dans un accident de métro. Mais s'agit-il vraiment d'un accident de métro ? Non. Certaines personnes trouvent que non. Et alors il y a un peu une dream team qui va se faire avec des paumés, etc. ou même des gens brutaux comme lui pour essayer de retrouver les criminels ou les terroristes dans ce cas-ci. Oui. Donc un gros film de une quête un peu maladroite et parfois violente. Oui, tout ça mélangé dans un bon petit thriller du coup. Slash film d'action. Je vais pas m'étaler hyper longtemps sur le film parce que voilà, je l'ai fait déjà la semaine dernière en long et en large, mais clairement pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Anders Thomas Jensen, c'est un réalisateur danois absolument génial qui a qui fait des belles propositions de cinéma. Ouais. Des films, des très beaux cocktails avec un peu de tout. Il y a du drame, de l'émotion, de la violence, beaucoup d'humour. Bref, c'est tout ce qu'on veut au cinéma. Et les castings, à chaque fois, sont géniaux. Mads Mikkelsen en tête, évidemment. Et ici, voilà, pour ceux qui nous regardaient, vous voyez la tête de Mads Mikkelsen, aussi même celle de Nikolai Likas. Et pas Albert Dupontel derrière, je tiens à préciser. Oui, c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu le sosie danois d'Albert Dupontel. Mais voilà, non, super casting. Super histoire, super mise en scène, enfin voilà, c'est que du bonheur le cinéma d'Anders Thomas Jensen. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir Riders of Justice, qui est ici encore en Belgique, encore dans les salles. Enfin, forcément, il vient de sortir la semaine dernière. En France, il est sorti, je l'ai dit, je pense, il y a quelques semaines / mois en VOD ou peut-être directement en vidéo. Sur Canal+, c'était voilà. Canal+. Ah, c'était ça. Donc voilà, je pense que le film doit être trouvable d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à le rattraper, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Très grand moment de cinéma, en tout cas ça donne envie de rattraper tout ça et de se faire plaisir, comme tu l'as dit Thibaut, c'était ça le truc que j'ai retenu de ta critique, c'était du cinéma qui fait plaisir, du cinéma gourmand. On passe au 8e film, ça va vite, hein, décidément. Mais bon, c'est ça aussi le top de l'année. On va s'attarder un peu plus longuement sur les films du top 5 et du top 3, bien entendu. Mais ça reste quand même Comme on l'a dit, Thibaut, t'as vu 500 films. Faire 10 films, c'est une tâche impossible. Mais voilà, donc chaque film est intense. Et le prochain l'est tout autant. On l'a vu il n'y a pas longtemps non plus, hein, un film Netflix pour ce coup-ci. Il s'agit de Tic Tic Boom de Lin-Manuel Miranda avec Andrew Garfield, Vanessa Hudgens.
ma Vanessa. Et Bradley Whitford, oui, parce que Madame film de Noël sur je regarde beaucoup de films de Noël, alors forcément je me la tape partout pour l'instant. Et Bradley Whitford, excellent film, comédie musicale, on peut dire plutôt drame musical parce que c'est pas vraiment une comédie. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, mais oui. Ça c'est vraiment, par contre, le genre de surprise qu'on n'attendait pas. Ah non. Bien sûr, le film nous faisait quand même plus ou moins envie parce que Lin-Manuel Miranda, parce que chouette histoire qui était vraiment intéressante, et puis comédie musicale qui semblait être un peu différente quand même des grandes comédies musicales avec les grands sketchs, les grands numéros, etc. Et qui pour le coup nous a fait très forte impression, et vraiment c'est pas le genre de film que j'attendais. Enfin clairement, en allant voir le film, je me suis pas dit ça c'est le genre de film que je pense ou j'espère avoir dans mon top de fin d'année. Non, tout à fait. Et puis surtout, Andrew Garfield, comédie musicale, on se dit, bon, c'est un peu particulier, c'est un peu audacieux comme choix. Et il se trouve que Lin-Manuel Miranda aussi, c'est un des premiers grands tests, on va dire, en termes de réalisateur. Oui. Et il nous sort le grand jeu, puisque ce film-là, adapté, bien entendu, de la pièce de théâtre de Jonathan Larson, Le Feu, Jonathan Larson qui est mort à l'âge de 36 ans. Et donc cette pièce-ci qu'il a jouée off-Broadway, qui parlait justement de qu'est-ce que c'est de percer à Broadway, qu'est-ce que c'est d'écrire une pièce quand on a moins de 30 ans et qu'on n'y arrive pas. Eh ben, c'est un peu méta tout ça, mais c'était en tout cas très intéressant et très intelligent, oui. et très bien monté, mis en scène par Lin-Manuel Miranda. Ça présage que du bon pour l'avenir de sa carrière. C'était vraiment magnifique d'un point de vue mise en scène, décor, etc. Franchement, rien à redire. C'était inattendu, et quelle surprise. Vraiment une excellente surprise. Et Netflix qui, une fois de plus, faisait un petit doigt d'honneur aux autres en disant, regardez, nous on a pas réussi à prendre un truc de qualité. C'est vrai. De plus en plus ont un catalogue quand même à l'approche des fêtes assez séduisant. Et petite parenthèse, mais du coup Tic Tic Boom, c'est le seul film qui, ici en Belgique, et qui est dans le top, n'est pas sorti en salle. Tous les autres sont sortis en salle. Certains ne sont pas sortis en France, mais on vous tiendra évidemment au courant des sorties, parce qu'il y en a 2 qui sortent très prochainement sur une plateforme au mois de janvier en France. Donc voilà. Tout à fait. On passe déjà au numéro 7. Et oui. Numéro 7, par contre, là, on passe à la Belgique quand même un petit peu. Et non pas parce qu'on a envie de mettre un film belge, mais parce qu'il faut mettre ce film belge dans le top 10. Tout simplement indispensable. Il s'agit du film Un monde de Laura Wandel. Wandel pour les Belges. Oui. C'est Wandel pour les Français. Ne les encourage pas à mal prononcer les choses. Film avec vraiment des révélations dans la cour de primaire. Oui. Maya Van Der Beek, il y avait Gunther Duret, Karim Leclou, ça c'est pas pour la cour de récré. Non. Ça parle de quoi ? Ça parle de Nora qui entre en primaire, elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime, et elle est tiraillée entre son père qui l'incite à réagir et son besoin de s'intégrer, et son frère qui lui forcément lui demande de garder le silence. Vous l'avez compris, c'est donc un espèce de jeu de force et de pouvoir dans la cour de récré, filmé du point de vue des enfants, et c'est ça qui est le parti pris du film, qui est super intéressant et qui toi t'avait beaucoup séduit, Thibaut. Ouais. Le film était passé au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Il avait déjà été sélectionné en 2020 et ils avaient attendu 1 an sans avoir la certitude d'être repris l'année suivante, mais ils ont bien fait, parce que c'était un film très fort qui a fait forte impression sur la Croisette à l'époque, qui m'a fait forte impression, pardon. Parce que voilà, quand je fais mon top de fin d'année, je regarde un peu, oui, j'ai vu ceci, cela, et puis, tiens, celui-là, en fait, il me reste quand même fort en tête. Ce qui est le cas de Un Monde, qui, d'ailleurs, sort en France en janvier. Donc voilà, vous ne l'avez pas encore vu, mais j'espère que le voir dans notre top va vous encourager à aller le voir. Et pourquoi faut-il le voir ? Parce que c'est un film qui, alors Laura Wandel, que j'ai accompagné aux 4 coins de la Belgique, à différentes avant-premières de ses films. J'ai covoituré ensemble. J'ai fait le chauffeur, voilà. Donc j'ai appris à la connaître et j'aimais déjà énormément le film. Mais avant. C'est pas pour ça qu'il est en top 10. Non, attention, pas de cadeau sous la table. Non, clairement pas. Mais du coup, j'ai assisté à pas mal de séances de questions-réponses après le film. Chaque fois toutes intéressantes, et tu vois clairement que c'est un film qui laisse pas le public indifférent. Il y a plein de réactions de gens qui comprennent, ne comprennent pas ce qui se passe dans le film, mais voilà, globalement c'est un film qui... Laura Wandel dit que ce n'est pas un film sur le harcèlement scolaire. Oui. Pas encore sexuel, j'ai failli faire un gros lapsus. C'est Un monde 2, ça, on n'y est pas encore. Mais ça parle beaucoup de ça, pas que de ça, mais c'est un peu la ligne, le fil rouge du film, filmé à vue d'enfant. Ouais, tout à fait. À hauteur d'enfant, donc tout se passe littéralement
il y a tout le temps la jeune Nora dans le cadre Ouais. et son frère. Et donc, quand il y a des adultes, on voit que leurs jambes ou leur torse au max. Mais si tu vois leur tête, c'est que ils s'abaissent ou Oui. voilà, ils se mettent à hauteur des enfants. Donc, c'est vraiment une immersion dans la cour de récréation principalement. Il y a un peu dans les classes, etc. Mais globalement, c'est une immersion très intense dans ce milieu scolaire, dans ce monde des enfants, parce que voilà, les adultes, certes, il y a des surveillants, mais les surveillants ne peuvent pas être partout. Et des enfants, pour peu que la cour soit grande et que voilà, il y ait des accès, des endroits qui sont pas forcément bien surveillés, les enfants, ça peut être un peu cruel parfois. Donc voilà, c'est un Sans film blague. qui peut être assez violent, parce que voilà, il se passe pas que des choses très jojo dans le film, mais c'est tellement bien fait, c'est ce que ça raconte, c'est très fort, la façon de filmer est très forte, c'est pas sans rappeler Le Fils de Saul notamment, où vraiment l'actrice principale est de tous les plans en permanence, elle est super. Donc voilà, vraiment c'est un grand film. C'est clairement pas juste parce que je dois mettre un film belge dans mon top en fin Non, d'année, non. même si en général il y en a souvent un, hein, mais parce qu'on a un très bon cinéma d'excellente qualité, les gens ont tendance à On fait l'oublier. pas beaucoup de films, mais quand on en fait des pas mal en général. Ça Mais dépend. ouais. Il y a Losers Revolution il y a 2-3 ans, mais on va pas en parler. Oui, non, il y a toujours des exceptions. Mais cette année, il y avait vraiment pas mal de très bons films belges. L'autre étant Les Intranquilles, qui n'est pas dans ce top, mais vraiment, ça aurait pu aussi. Mais voilà, Un Monde, super, super film. Ça va représenter la Belgique aux Oscars. Et voilà, je souhaite bonne chance à Laura Wandel, parce que vraiment, c'est un film qui mérite d'être vu. Alors déjà, je pense, et en Belgique et en France, c'est un film que les écoles vont Faut aller reprendre. voir avec Ouais, les ouais, élèves, tout à fait. donc parce que c'est un film qui est essentiel, qui est nécessaire. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous avez des enfants, peut-être que vos enfants iront ou ont été le voir au cinéma, et c'est une très bonne chose. Et en tant que parent, c'est très important de le voir aussi parce que forcément, ça Oui. nous met à la hauteur des enfants, ce qui n'est pas tous les jours le cas. Et ce qui est très important quand on parle de harcèlement, bien entendu. Donc ça, c'était Un Monde, notre 7e film de la liste. On passe à un autre sujet, un autre deux salles, deux ambiances, Oui. puisqu'il va être question de Spencer. Spencer, le biopic, si je puis dire, de Pablo Larraín. Le avec... faux biopic. Oui, c'est pour ça que j'ai dit si Oui. je puis dire. Oui. Avec Kristen Stewart dans le rôle de donc, la princesse Diana, qui d'ailleurs est transformée pour le rôle. Hein. On a l'impression de la voir quand on la voit là à Oui, l'écran. oui, C'est juste complètement. incroyable. Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Forting, ça c'est pour le casting. Mais ça parle pas de la vie de la princesse Diana. On n'est pas dans The Crown ici. On parle vraiment d'un week-end, hein, si je me rappelle bien, pour les festivités de Noël. C'est presque un film de Noël en fait. Oui, complètement. Où il y a le mariage forcément de la princesse Diana et du prince Charles qui va pas bien depuis un bon bout de temps, et il y a des rumeurs de liaison, de divorce, tout ça, et donc la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine de la reine à Sandringham, et forcément dans un week-end on va un peu rentrer dans cette famille, ces relations, et on va comprendre du coup le point de vue de Diana par rapport à certaines choses qui lui arrivent. Film du coup très personnel par rapport à Diana, enfin montrer du côté de Diana. Qu'est-ce que t'en avais pensé, Thibaut, toi qui l'avais vu je pense à Venise? Oui, je l'avais vu à Venise, le film était en compétition. D'ailleurs, du coup, le film là, il vient de sortir le 15 décembre dans les salles en Belgique, et il va sortir directement sur Prime Video en France dans le courant du mois de janvier. Mais on en avait parlé du coup en septembre, donc le podcast n'est pas récent. Donc si vous voulez écouter mon avis complet sur le film, allez retrouver, allez dans les playlists des films de Venise, de la Mostra. Mais je disais que c'était un faux biopic parce que c'est une histoire fantasmée en fait sur la princesse Diana. C'est absolument pas une histoire vraie. On imagine ce que la princesse Diana aurait vécu lors de ce week-end de Noël. Et donc on est vraiment dans la tête de Diana en permanence. On voit toutes les difficultés qu'elle a avec le côté protocolaire, avec le côté familial, parce que c'est pas une famille facile. Donc, on voit les relations aussi qu'elle a avec le personnel, le personnel royal. Donc, c'est un film qui est très intéressant, qui est complexe, et qui, bien que ce ne soit pas la vérité, touche à quelque chose, essaye d'atteindre un but, ou en tout cas essaie d'atteindre une version, ce qu'on estime réaliste de ce qu'était la vie de Diana, et ce que c'était d'être dans sa tête. Et en ça, le film est très réussi sur le fond et sur la forme.
c'est Pablo Larraín. Si vous avez aimé Jackie notamment, vous allez complètement vous retrouver avec Spencer, parce que formellement, c'est toujours magnifique. Il y a Claire Maton, la chef opératrice des derniers films de Céline Sciamma, qui est donc la chef op ici. Donc on a quelque chose d'assez léché, avec vraiment une très très belle image, de très beaux décors. Et puis il y a ce montage, ce rythme assez propre à ce que fait Pablo Larraín quand il parle de personnes. Quand il fait le portrait de certaines personnes, c'était déjà le cas dans Jackie, et vraiment on retrouve vraiment ce qu'il faisait déjà dans Jackie. Personnellement, j'avais adoré Jackie à l'époque, et j'aime beaucoup le cinéma de Pablo Larraín de manière générale. Donc ici, clairement, Spencer, j'espérais que ça me plaise énormément, ça m'a énormément plu, ça faisait partie de mes films préférés de la compétition à Venise, et voilà, je l'ai pas revu, il faudrait que j'aille le revoir là maintenant vu qu'il vient de sortir, mais oui. Clairement, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir. Et voilà, c'est un film qui me reste en tête. Donc, 6ème dans le top 10 de fin d'année. Exactement, et qui sortait du coup cette fin d'année, donc c'est parfait. C'est ça, donc sorti le 15 décembre ici dans les salles belges, donc clairement, vous pouvez encore le rattraper. Et en France, je pense qu'il sera mi-fin janvier sur Prime Video. Autre film qui a fait beaucoup parler de lui lors du Festival de Cannes, cette fois-ci, on n'est pas à Venise, on parle du film de Joachim Trier qui s'appelle Julie en 12 chapitres, ou bien The Worst Person in the World pour son titre en anglais. En français, pardon. En français. Non, en anglais. En anglais, pardon, je suis bête. Oui, je te le confirme. Mais j'ai l'impression qu'en Belgique, il s'appelle comme ça, non ? Il a les deux titres, oui, parce que tu sais bien, avec toutes les langues qu'on parle pays dans ce pays, c'est ça exactement. Film qui était... à Cannes, tu l'as dit. À Cannes, mais qui, je veux dire, était la révélation pour Renate Reinsve, qui était la tête d'affiche forcément de ce Julie en 12 chapitres. Julie, c'est elle forcément dans le film. Tout à fait. Film d'une jeune trentenaire qui est un peu perdue dans la vie, qui n'arrive pas trop à trouver son chemin. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans le film ? On va voir 12 chapitres de cette personne-là. En passant par son vagin, je pense. C'est un des chapitres, non ? C'est pas ça ? Quoi ? Son vagin n'est pas un chapitre ? Chapitre non. 3, je pense. Oui, alors, c'est lié. Mais c'est lié. Oui, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est bon. Mais voilà. tu présentes les choses de façon très... écoute, moi oui, d'accord. Tu vois, je pense au watch time, il faut directement balancer le terme qui fâche. Voilà, en tout cas, forcément, ça va parler de plusieurs choses dans ce film-ci. Ça va parler notamment de la relation qu'elle a avec Axel, qui a 45 ans. Oui. Forcément, 45 ans, 30 ans, on peut y penser. Et puis forcément, le fait qu'elle va faire d'autres rencontres. Donc voilà, c'est un peu un film sur la jeunesse qui a du mal à se trouver, et surtout cette femme-là. Sur l'émancipation des femmes. C'est plein de sujets de notre société, en fait, qui sont traités de manière très légère, mais à la fois profonde, justement en 12 chapitres. C'est ça le principe du film, Thibaut. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? En réalité, il y a 14 chapitres, parce qu'il y a un prologue et et un épilogue, et oui. Mais c'est vrai que Julie en 12 chapitres, ça sonne mieux que Julie en 14 chapitres. Oui, j'avoue. Non, mais alors, c'était la très belle surprise de Cannes aussi. Je suis pas spécialement hyper friand du cinéma de Joachim Trier de base, mais ici, écoute, on n'en attendait pas grand chose, et puis dès le début, il a mis tout le monde d'accord, parce que ces chapitres sont assez ingénieux. Le film est bien construit en fait, et le titre anglais, le titre international du film, The Worst Person in the World, c'est la façon dont Julie se voit, enfin dont elle se perçoit, parce que voilà, c'est une jeune femme qui a du mal à se décider, à faire des choix dans sa vie. Sa vie amoureuse est compliquée aussi. Son compagnon, quand elle se met avec quelqu'un, son compagnon, lui, évidemment, à un moment, il veut des enfants, 45 ans, voilà. Et même le monde aussi exige des femmes de 30 ans qu'elles aient des enfants. Voilà, aussi, bien sûr, il y a cette pression sociale. C'est quand oui, tout à fait. Et donc, lui, il veut des enfants, elle en veut pas. Puis, à un moment, voilà, il y a cette rencontre qui va encore venir bouleverser tout cela. Ça parle beaucoup de choses, de sexualité, de la société de manière générale, c'est à la mode de dire ça comme ça, du wokisme, hein, mais vraiment ça parle des choses, de tous ces sujets de façon très intéressante, et c'est bien filmé, c'est un vrai bel objet de cinéma, et voilà, il y a tellement de raisons dans le film qui font que
que je l'aime. J'avais adoré le film à Cannes, j'ai adoré le film quand je l'ai revu à l'automne parce que j'ai interviewé Renate Reins. Interview que vous pouvez retrouver dans les épisodes. Cherchez. Vous cherchez sur la YouTube ou sur notre page Ocha. Vous trouverez ça facilement. Mais voilà, j'ai fait un entretien de 25 minutes avec Renate Reinsve. C'était absolument passionnant, c'était génial. C'est une actrice extrêmement sympathique et qui fait communiquer, qui fait passer son bonheur, sa joie d'avoir tourné dans ce film. Donc voilà, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, vous avez manqué quelque chose. Vu qu'il est sorti à l'automne, je pense pas qu'il soit déjà disponible en vidéo. Il est encore en salle. Mais peut-être, voilà, tant mieux s'il est encore en salle. Peut-être déjà en VOD, mais je suis pas sûr. Malheureusement, non, j'ai essayé de le rattraper récemment chez moi, mais c'est pas possible. D'accord. Donc voilà, c'est en salle. Mais j'ai eu 12 chapitres. C'était magnifique, j'ai adoré ce film. Il est voilà, c'est mon 5e film préféré de l'année. Enfin, 5e. Après, l'ordre, en vrai, tout est très relatif. Les 10 sont très bons, voilà, c'est ça, mais oui. forcément, on est obligé de faire un ordre parce qu'il y a certains qui ont été un peu plus haut encore dans ton estime. Et certains films ont été complètement zappés de la population puisqu'ils sont parfois pas sortis en salle. Et je pense au prochain film sur cette liste. Si, chez nous, si. Ah, oui, mais pas chez nos amis français, par exemple. Chez nos amis français, il va sortir début janvier sur Prime Video aussi. Voilà, donc pas de sortie au cinéma pour ce prochain film qui est le film de David Lowery. C'est The Green Knight avec Dev Patel dans le rôle principal, Alicia Vikander, Joel Edgerton, pardon. Là, on va pas rentrer dans l'histoire du film, mais très concrètement, il s'agit de l'aventure fantastique, épique, basée sur Arthur. Gawain et Arthur. Tout à fait, puisque ça raconte l'histoire de Sir Gawain qui est le neveu téméraire et têtu du roi d'Arthur, qui se lance dans la quête audacieuse pour affronter le Chevalier Vert, éponyme, donc The Green Knight. Et donc c'est ça qu'on va voir dans le film. C'est un film de voyage, comme tu disais Thibaut, c'est non pas un film d'avion, mais un film où on voyage avec le personnage. Il y a toute une épopée, on rencontre un tel, puis un tel, et puis un tel, et il y a des situations jusqu'à arriver forcément à cette fameuse rencontre avec The Green Knight. Et tu avais été saisi par la beauté du film, le choix esthétique et notamment l'ambiance qui était présente à chaque seconde dans ce film-là. Oui, clairement, c'est un film qui, à nouveau, sur papier, est assez simple. Il y a ce chevalier vert qui se présente lors d'une assemblée entre les chevaliers. Il lance un duel et la personne avec qui il va faire le duel, celui qui fait... Enfin, si le chevalier blesse, ou peu importe la blessure qu'il fait au chevalier vert, 1 an plus tard, ils vont se retrouver et le chevalier vert va lui infliger la même blessure. Voilà. Oui. Donc c'est un duel dans lequel tu t'engages en fait à tenir parole. Tu dois dire ok, si je le blesse bien, je vais devoir subir la même chose. Donc tu dois être prudent. Voilà. Il décide de lui couper la tête. Et puis le chevalier vert se relève, repose sa tête sur son corps et part. Et donc là, tu te dis à l'année prochaine. Et là, quand tu sais comment tu vas finir, tu flippes un peu. Et autant dire que Sir Gawain, il va pas être serein pendant 1 an. Et puis il se dit, j'y vais pas. Bref, vous verrez le film. Mais globalement, c'est ça. Alors oui, le film. Donc voilà l'histoire assez simple. Mais à nouveau, c'est vraiment une histoire de voyage. C'est une histoire sur les rencontres qu'il va faire, sur les péripéties qu'il va vivre durant son voyage, et qui est donc esthétiquement magnifique. Vraiment, il y a des plans, il y a plein de plans qui me restent en tête encore maintenant. J'ai vu le film 2 fois, il est sorti cet été, je l'avais vu fin juillet, et puis je l'ai revu après sa sortie, donc fin août, quelque chose comme ça, ou même en septembre, parce qu'il est resté quand même un petit peu, resté pas mal de temps en salle. Et voilà, encore maintenant, vraiment, j'ai plein de plans du film qui me restent en tête parce que c'est magnifique, c'est David Lowery, il sait cadrer, il sait comment créer de la tension, il sait comment construire une ambiance. Et ça, il le fait hyper bien, donc il a un super chef-op, il a un super compositeur aussi, je sais plus qui a... je suppose que c'est Daniel Hart, je pense, comme d'habitude. Donc voilà, il y a vraiment une grosse ambiance hyper prenante dans tout le film. Les interprétations sont magnifiques, Dev Patel en tête évidemment, mais pas que, Alicia Vikander, Joel Edgerton sont très bien. Et justement, niveau casting, c'est surprenant. Je veux dire, Alicia Vikander, elle a pas toujours fait des grands smash ces derniers temps. Dev Patel, il se fait plus rare. Joel Edgerton aussi. Et là, tu prends 3 acteurs qui sont comme ça
je vais pas être méchant, mais un peu de série B, enfin série B, classement B en termes de, tu vois, dans la classe des acteurs, quoi, et qui sont dans un film pareil avec David Lowery qui est quand même un réalisateur qui monte aussi, donc c'est un beau parti pris d'avoir fait ça, et justement ça permet de plus plonger dans le film, d'avoir des acteurs qui sont pas spécialement des têtes d'affiche, que si t'avais Brad Pitt dans le rôle du Sir Guy. Oui, bon après ce sont quand même des têtes d'affiche, ce sont des gens qui ont des premiers rôles, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas les acteurs où tu vois, enfin c'est Tom Hanks, tu vois Tom Hanks, t'as Brad Pitt, tu vois Brad Pitt quoi. Non, ça permet un peu plus de rentrer dans le film. Oui, ça passe un peu différemment. Après David Lowery, c'est un réal qui quelque part a un peu la cote, mais chez les cinéphiles, mais qui a du mal à être distribué en France. Il n'est pas bankable, hein. Je pense que le dernier de ses films qui est sorti en salle, c'est Peter Elliot le Dragon, quoi. Et ces 2-3 derniers films sont pas sortis. Enfin, Ghost Story était sorti en France parce qu'il avait eu des prix à Deauville, mais c'est uniquement parce qu'il a eu des prix à Deauville que le film était sorti par la suite, quoi. Et Peter Elliot le Dragon, c'est pas la version où il chante, hein, je suppose. Non, je l'ai toujours pas vu celle-là. C'est le seul de ces films que j'ai pas vu d'ailleurs, mais voilà, David Lowery, c'est quelqu'un, il a une carrière quand même compliquée, hyper intéressante, hyper ambitieuse, mais compliquée. Bon, après le prochain, c'est Peter Pan, donc rebelote Disney, là, pas de souci, ça va sortir. Mais voilà, globalement, il a du mal à sortir en salle en France depuis un petit moment. Et donc, malheureusement, pour vous, chers amis français, le film, il débarque sur Prime Video, sans être passé par la case cinéma. Bah, c'est le genre de réalisateur qui tout à fait a les moyens de faire des grands films, mais pour ça, il faut qu'il soit soutenu, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait la confiance aussi des studios. Tout à fait. Comme c'est le cas pour le prochain sur la liste. Oui, on parle du 3e film du top 10. On se doutait bien qu'il allait arriver à un moment donné. On parle forcément de Spider-Man No Way Home. Non, je rigole, bien entendu. Il s'agit de Dune, de Denis Villeneuve. Oui. Film forcément que tu as vu également à Venise. Décidément, Venise, ils ont le gros lot d'un point de vue sortie cinéma. Je vais pas spoiler tout le reste du top, mais c'est plus que Venise. C'est plus que Venise, tout à fait. Ouais. Film avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. Cannes est là. Venise, c'est là. Zendaya, voilà, donc plein de personnes qui, aussi, l'énorme casting pour le coup, on sort un petit peu de ce qu'on vient de dire justement, on n'est pas avec Dev Patel, on est avec Timothée Chalamet directement. Alors, je préfère le talent de Dev Patel que celui de Timothée Chalamet, ça se défend, tout à fait. Et donc là, pour pas refaire toute l'histoire, mais c'est donc l'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, qui connaît forcément un destin hors du commun qui le dépasse totalement, parce que s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il va devoir se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, et la seule même à fournir la ressource la plus précieuse au monde, et donc forcément il est question de planète à protéger, planète à sortir de l'ennui pour finalement accomplir sa destinée, hein, n'est-ce pas, comme souvent dans ce genre de film. Écoute, t'avais trouvé ça magnifique, parce qu'avec Denis Villeneuve en général on vomit pas quand on voit les images. Ouais. Tu l'as pas rattrapé? Je l'ai pas rattrapé. Ah ouais. Ça me fait un peu peur, je t'avoue, parce que tous les feedbacks que j'ai entendus du film, mais c'était pas le tien, c'était très long, très soporifique. Et donc j'ai un petit peu peur, je vais pas te mentir, et je pense que vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir un avis mitigé sur le film. Je sais qu'il a été bien accueilli par la presse, un peu moins par le public. Mais je crois que ce qui a fait globalement un peu chier les gens, c'est que pour la plupart, ils savaient pas forcément que c'était qu'une première partie. Et donc quand ils voient s'afficher Part 1 à l'écran, ils se disent « Ah, merde, il va y avoir un autre film après. » Et donc en fait, je vais pas avoir toute l'histoire. Et je sais que c'était le cas, un collègue m'a fait la réflexion, je lui dis « Mais pourtant, c'est depuis perpète qu'ils attendent de faire un deuxième film. » Sur le poster, il était pas marqué Part 1. Hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, il n'est pas marqué Dune Part 1, non, Dune. bien sûr. Bah oui, parce que... C'était pas confirmé. le deuxième film n'était toujours pas confirmé. Si, maintenant oui. Maintenant oui. Mais c'est vrai que voilà, globalement, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que tu peux avoir l'impression de ne voir que le début d'un film, que l'introduction, ce qui est un peu faux. Mais voilà, tu peux avoir ce sentiment. Oui, ce qui n'est pas terrible du coup, hein, forcément pour les gens qui ne s'y attendaient pas. C'est le cas de ma belle-sœur notamment qui était voir le film et qui m'a dit mais c'est quoi ce truc, j'ai pas compris, à la fin ça termine et tu te dis merde, moi j'étais venu voir un truc entier et on me dit l'année prochaine dans le cinéma. Enfin, donc ça l'a un peu embêté, même si maintenant on est un peu habitué, hein, quand on va voir des films Marvel, on sait bien qu'il va y avoir un multivers, une suite, un bazar. mais voilà, ici c'est indispensable d'avoir une suite bien entendu à Dune. Et c'était le reproche que les gens faisaient au film, c'était le film de fanboy entre guillemets, parce que Denis Villeneuve est un fanboy, et a remis ça à l'écran avec tellement de bonheur, tellement d'âme que ça transpire. C'est pour ça que le film est dans mon top de l'année, parce que c'est un film qui est hyper ambitieux,
visuellement c'est incroyable, c'est hyper généreux, c'est hyper riche. Alors certes, il a quand même skippé quelques trucs du roman, parce que tu peux pas tout mettre dedans non plus, faut pas que ce soit indigeste. Bien sûr. Mais c'était carré, il y avait la chaleur qu'il fallait, la froideur qu'il fallait aussi, hein. Il y a une certaine violence et noirceur. Le casting vraiment top. Même Timothée Chalamet, hein, vous avez compris, je le porte pas spécialement dans mon cœur, je trouve pas que ce soit un acteur incroyable, mais voilà, ici il fait carrément le boulot. Rebecca Ferguson, elle est géniale, et on savait déjà que les gros films, les films à gros budget, elle savait gérer, notamment grâce à son rôle dans la saga Mission Impossible, et ici elle est géniale, et c'est comme ça pour tous, quoi. Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, enfin vraiment ils sont tous impeccables. Hans Zimmer fait du Hans Zimmer chaud patate, hein. Oui. Mais pas que. Sa musique est un peu plus subtile aussi. Pour reprendre la phrase, c'est pas les bateaux qui sortent du port de Calais. Non, c'est pas que les bateaux qui sortent du port de Calais. Il y a de tout. Un peu plus mais vraiment, c'est un film qui est hyper riche, hyper dense. Certes, ça dure 2h40, je sais plus combien, mais tu t'emmerdes pas un seul moment, parce que vraiment, il se passe beaucoup de choses dans le film, et c'est passionnant à suivre, et clairement, la suite, j'ai hâte. Je pense aussi que c'est tout à fait le genre de film qu'il fallait voir au cinéma. Et que rattraper ça chez soi à la maison, avec les petites pauses pipi, les trucs comme ça, c'est pas la même ambiance, on va pas se mentir. Et ces gros bâtards, dans l'édition vidéo, alors que le film a été tourné en IMAX, ils vont pas mettre les films en ratio IMAX. Donc quand il y a des séquences qui sont filmées en 1.43, sur ta télé, ça va rester avec les deux bandes noires au-dessus et en dessous. Ça va pas se mettre sur full, et ça c'est dommage. C'est dommage. Tout à fait. Bah oui, écoute, surtout que maintenant sur certaines plateformes de streaming, ils vont passer au format 4K. J'ai pas très IMAX, j'ai pas très bien compris le délire sur Disney+. Ah oui. Bref, ça c'est IMAX chez toi à la maison. T'es là, bah non. Mais bon, ouais, c'est pas grave. C'est du gadget. C'est du gadget. En tout cas, vous l'aurez compris, le film de Denis Villeneuve n'est pas du gadget, c'est une vraie œuvre d'art avec un énorme budget. Et donc c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que les gens s'attendent à avoir un truc à la Fast and Furious, entre guillemets, Star Wars, en mode ouais, mais en fait non, on est quand même dans un truc un peu plus profond. Et c'est là qu'il y a l'équilibre difficile et périlleux auquel s'attaque Denis Villeneuve, ou Christopher Nolan dans son genre, bien entendu. Même Trump, hein, tout à fait. Voilà pour le top 3, Dune. On passe au deuxième. Déjà. Autre réalisateur qui a l'habitude de nous faire des énormes films. Hein. Lui, il n'a pas peur des gros budgets et des ambitions. C'est le patron. On parle un des patrons. De Ridley Scott, l'increvable Ridley Scott. On peut dire ça comme ça. Oui. Puisqu'il continue non-stop chaque année, un film par an, là, du haut de ses 83, 4. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, presque l'âge de mon grand-père, tu te rends compte du truc. Ah ouais. Donc voilà. Est-ce que tu vois, ton grand-père réalisait des films avec des tournages. Mon grand-père était en résidence de soins, tu vois ce que je veux dire. Bah, donc on n'est pas du tout dans le même délire. Mon grand-père ne réaliserait pas des films. Non, clairement pas. Un mois et demi, 2 mois. Et clairement pas. Et encore moins de 2 films en un an. Oui, et en plus sur des sujets comme ça, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce que tu peux faire un film entre guillemets à la Woody Allen dans un appartement new-yorkais. Oui. Ou bien tu dis je allume les gelées quelque part en France avec des châteaux et des trucs comme ça, puisque c'est le cas forcément de Last Duel, le dernier duel avec. C'est celui-là que j'ai mis dans mon top. J'ai pas mis House of Gucci. Perché Jared Leto. Parce que Lady Gaga. Oui, parce que Jared Leto. Alors j'aurais pu le mettre dans le top à cause de Lady Gaga. Mais il y a Jared Leto. Et pour rappel, plein d'autres raisons. Le dernier duel, il s'agit forcément, je dis ça comme si vous le saviez, mais bon, vous ne savez peut-être pas, du dernier duel à mort qui a été prononcé de manière justice, c'est ça Oui, c'est le dernier, voilà. le dernier duel judiciaire. Judiciaire, c'est un peu étrange, mais voilà. Un jugement de Dieu entre Jean de Carouge et Jacques Legris, deux amis devenus ennemis. Pardon ? Jean de Carouge et Jacques Legris. Excusez-moi. Devenus des rivaux, pourquoi ? Parce que la femme de Jean de Carouge dit écoute, chérie, j'ai été violée par Jacques Legris. Elle le dit pas comme ça. Et du coup, il dit mais comment que se passe-t-il ? Je vous fais le film là. Et donc du coup, forcément, duel. T'as vu le film ? Non, mais non, j'ai pas rattrapé. Eh ben, tu devrais, il est sur Disney+. Oui, je sais. Il est déjà sorti sur Disney+ en Belgique. Attention, subtilité, sans sous-titres français, hein, parce que oui, mais ça, la c'est France, pas grave. machin. Mais voilà, on peut déjà rattraper le film sur Disney+ ici en Belgique avec les sous-titres en anglais ou en Nederlands. Tout à fait. Voilà. Et donc ici, le film, c'est forcément la grosse particularité du film, c'est qu'on va voir le film sous 3 angles. L'angle Jean de Carouge, l'angle de sa femme et l'angle de Jacques Legris, c'est dans l'autre sens. D'abord Jacques Legris et puis sa femme. Oui. Et en fait, on va avoir assisté au récit avec différents points de vue pour comprendre forcément que
chaque personne a son point de vue, et la réalité, qu'est-ce que la réalité? C'est un peu ça le principe du film, n'est-ce pas Thibaut? Oui. Et t'as été conquis. J'ai été conquis. Alors, j'attendais beaucoup le film, des deux films de Ridley Scott de cette année. C'est celui que j'attendais le plus. C'est celui qui, quelque part, et que j'attendais le moins aussi. Tu vois, je me dis, ok, un duel de chevaliers pour une question de viol. Ok, pourquoi pas. Ça me paraît un peu inconsistant sur le papier. Et pourtant, Dieu sait que c'était absolument magnifique. Parce que déjà, de base, on a une super équipe de scénaristes, à savoir Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener, la réalisatrice du film Enough Said, qui a d'ailleurs un film qui devrait sortir en 2022. Et dont on ne parlera pas dans le prochain podcast sur les films les plus attendus de 2022. Et donc je le parle ce soir parce qu'on parce qu'on en a fait 50, c'est déjà pas mal. Parce qu'on a parlé de 60 films et on ne pouvait pas parler de tout. Mais donc voilà, je le place là comme ça discretos. Nicolas Holofcener a un film qui sort normalement en 2022. Et Enough Said, c'était super. Dernier film avec avec Tony Soprano qui est décédé juste après. Bref. Gandolfini. Avec James Gandolfini, merci beaucoup. Voilà. Parenthèse refermée. Donc super trio de scénaristes qui chacun s'était intéressé à un chapitre. Donc le film est en 3 chapitres. D'abord le premier sur Jean de Carouge, dont Matt Damon s'est chargé, parce que c'est lui qui interprète le personnage. Le deuxième sur Jacques Legris, c'est plutôt Ben Affleck qui s'est attelé à cette tâche. Et la troisième, qui est donc le point de vue... Mais attention, Jacques Legris n'est pas Ben Affleck, hein, c'est Adam Driver, juste pour préciser. Oui, c'est incarné, le personnage est incarné par Adam Driver, effectivement. Et la troisième partie, donc l'épouse de Jean de Carouge, c'est Nicolas Holofcener qui l'a écrite. Et puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre, c'est le point de vue du personnage auquel il s'intéresse. Et donc, ce n'est pas la vérité. Chacun a des subtilités, il y a des nuances. Et la vérité, c'est vraiment le point de vue de l'épouse. Et donc, c'est en ça, donc Marguerite, c'est en ça que le film est hyper réussi. Parce que déjà, c'est écrit subtilement, avec finesse, avec des petites nuances, des petites différences. Et puis du coup, ça transparaît aussi dans la mise en scène de Ridley Scott. Parfois, ok, tu comprends un choix scénaristique, encore faut-il bien l'illustrer et pas avec les gros sabots. Et ça, Ridley Scott, il le fait magnifiquement bien. C'est vraiment un super metteur en scène. On sait que tout ce qui est moyenâgeux, film à costume, c'est son dada. Il gère ça, il adore. Et donc voilà, c'est juste une œuvre absolument magnifique, importante, moderne. Alors que Ridley Scott, Dieu sait que je l'aime, mais c'est quand même un peu un vieux con. Désolé, il a parfois des principes qui remontent. Ça me fait mal de le dire, mais vraiment, voilà, c'est un vieux avec ses idées très arrêtées. C'est un boomer. Notamment, oui, c'est un boomer, désolé. Notamment sur le non-succès du film, qui s'est viandé partout au box-office. Mais c'est le cas de tous les films des grands réalisateurs de Stan, et Spielberg, West Side Story, ça flop. Nightmare Alley de Guillermo del Toro, ça flop aussi aux États-Unis, alors que le film est... Enfin bref, on en parlera bientôt. Mais donc voilà, il a blâmé les millennials qui n'ont pas été voir le film. Qui ne jouent qu'à Fortnite et vont voir des Spider-Man. Ouais, c'est ça. Il n'a pas 100% tort, malheureusement. Non, mais les adultes n'ont pas spécialement répondu présent, et c'est dommage parce que vraiment, vous avez compris, le film est magnifique, c'est superbement bien mis en scène, c'est superbement bien interprété par Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Oui. Vous voyez ce film. Jodie Comer avec qui il va recollaborer. Oui, tout à fait, dans son prochain film. Dans son film sur Napoléon. Kid Bag. Dont exactement. On parlera dans les films de 2022, bien entendu. Celui-là, on l'a mis dedans quand même. Oui, bah oui. Un minimum. Parce que Ridley. Voilà, en tout cas pour ce film que tu recommandes chaudement. On va maintenant s'attaquer au premier. Après 45 minutes pratiquement de podcast. Thibaut, attention de faire ça, ça va être inaudible. Je vois déjà les voyants en rouge là, qui s'allument, ça va pas du tout le faire. Il s'agit d'un film... Alors je m'attendais pas à ce que tu mettes en premier, parce qu'en fait, quand on en a parlé, tu en as parlé très bien, mais je savais pas qu'on allait si haut. Tu vois ce que je me suis dit? Ah bon? Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord. Mais je vois qu'il apparaît de plus en plus dans les tops de l'année en fait. Pas seulement le tien, mais même des tops de confrères ou même de l'Union des critiques en Belgique. Il est dedans. Alors, est-ce que c'est le numéro 1 pour l'Union des critiques? On verra bien, mais en tout cas pour toi, c'est le numéro 1. Il s'agit de The Power of the Dog de Jane Campion, film Netflix décidément qui s'en sort bien. Qui est sorti au cinéma, rappelons-le, ici en Belgique. Et qui est sorti au cinéma en Belgique et qui a été montré à Venise, où là il est question de 2 frères dans les États-Unis westerneuses, j'ai envie de dire. Question de ranch, question d'élevage. Mais à l'écran, c'est la Nouvelle-Zélande.
Oui, bon, bref, Phil et George Burbank, qui sont à deux en fait dans le Montana, une région forcément loin de la modernité, loin de la civilisation, j'ai envie de dire. Et il se trouve que George va épouser Rose en secret, une jeune veuve, et Phil, forcément son frère, est pas content du tout. Et concrètement, il va démontrer une certaine forme de rage, de pouvoir, de puissance malsaine par rapport à son frère et à sa nouvelle épouse. Et surtout au fils, par rapport Ouais. au fils Et au fils également. De sa belle-sœur, du coup. De sa belle-sœur, ça va devenir un peu malsain tout ça, d'où le titre forcément, le pouvoir du chien. Qu'est-ce que tu en as pensé Thibaut, sachant bien entendu que le cow-boy méchant, entre guillemets, est joué par Benedict Cumberbatch, anglais. Hein, qui ne joue jamais des méchants. Qui ne joue jamais de méchant et qui a une année de malade. Hein. Le plus gros succès au box-office, il est dedans. Et le plus gros succès critique, en tout cas pour Cinécast, il est dedans aussi. D'ailleurs, ça fait penser que sur Letterboxd, j'ai vu un type qui a fait une liste, enfin c'est une liste, il n'y a jamais que 2 films dedans, où en gros le nom de la liste c'est les films où Benedict Cumberbatch se fait emmerder par un type appelé Peter cette année. Et il y a évidemment Spider-Man et il y a Power of the Dog parce que le nom du fils... Du garçon, c'est Peter. Voilà, du jeune garçon, c'est Peter. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Petit flashback, c'est globalement le 2e film de la compétition que j'ai vu à Venise cette année, donc je l'ai vu vraiment au début du festival. À la fin, vraiment, ça restait mon favori. Et puis je l'ai revu à sa sortie en salle en Belgique, donc il est sorti fin novembre, un peu avant sa disponibilité sur Netflix. J'ai été le revoir, et ça bouge pas. Alors, c'est un film qui est un peu... Alors, c'est pas mon avis, mais je sais que c'est l'avis de beaucoup de monde, et après en avoir reparlé avec un ami tout à l'heure, globalement, je lui ai dit, ok, t'aimes moyennement le film, c'est pour ça. Et il m'a fait, oui, plus ou moins. C'est-à-dire que la première heure, pour beaucoup, elle est un peu difficile. Hein. C'est la mise en place. Il voit pas trop où le film va. Il voit pas trop ce que ça veut raconter. Ça a l'air de prendre son temps au début. Et puis la deuxième, c'est graduel. On monte de plus en plus en tension. Et voilà, t'arrives à un truc. C'est hyper tendu. Moi, j'adore ce que ça fait. Et vraiment, je trouve que c'est d'une force incroyable de par la façon dont le récit est amené petit à petit. C'est aussi chapitré, hein, c'est la grande mode ces dernières années. Oui, bien sûr. Mais voilà, j'aime bien la construction des événements. J'aime bien la façon dont les personnages sont développés. Et puis, en fait, ça raconte pas grand chose. Hein. Ah non, hein, c'est nouveau un film qui tient sur un ticket de métro, on est bien d'accord. Oui, parce que là, Le CM6 par contre ils se sont fait plaisir, hein. Ils ont commencé à mettre de la peinture dessus, ils se sont dit... Il détaille à crever, hein, mais en vrai dire ce qui se passe vraiment dans l'histoire, ouais, ça tient en 3 lignes. Hein. C'est 2 cow-boys, il y en a un qui est pas content, qu'il y en a un qui se marie, et puis voilà, il faut foutre la merde. Mettre la fin, et ça tient en 4-5 lignes, et c'est bon, t'as tout. Mais à nouveau, c'est la façon dont les choses sont racontées, et ben voilà, maintenant on arrive à la fin de ce top, et j'ai l'impression que globalement, c'est ça que j'ai beaucoup mis en avant dans les films du top cette année. C'est pas toujours des histoires très complexes, mais c'est la façon comment ces histoires sont racontées, comment elles sont illustrées. Jane Campion, on sait bien que c'est une grande réalisatrice, hein, elle a quand même eu une Palme d'Or, c'est pas rien. Et puis là, à nouveau, elle fait un truc très très fort avec un super casting, parce que oui, Benedict Cumberbatch est incroyable, Kirsten Dunst est incroyable, Jesse Plemons, il est incroyable, hein, ouais, le GOAT. Je pense qu'une interview de Jesse Plemons, ce serait quand même le Graal. Cool. Hein. Ouais. Je devrais le frapper parce qu'il m'a piqué Kirsten Dunst, mais et Cody Smith McPhee est super aussi. Et vraiment, c'est un film c'est un film d'ambiance, c'est un truc très pesant, assez éprouvant. Parfois qui prend un peu son temps, enfin qui prend beaucoup son temps, mais vraiment ça te raconte c'est malaisant. Plein de choses, c'est très malsain, ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai halluciné, j'ai vu que je sais plus quel média américain, la Variety, Deadline ou je sais pas quoi, encore un site à la con, qui a été écrire un article sur t'expliquer la fin de Power of the Dog comme si elle était pas claire, alors que certes elle est très simple, mais Jane Campion avec 3, 4, 5 plans, elle te fait un gros plan sur un truc, ok, tu dois retenir, tu retiens et t'as compris ce qui se passait en fait. Il fume, hein. Ah oui, c'est presque ça quoi. Mais oui, c'est ce genre de truc, tu vois, et c'est tout con à comprendre, vraiment, si tu comprends pas ce film, désolé, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même quelques-uns qui pigent pas tout de suite, mais ils sont teubés, ceux qui pigent pas, vraiment là, c'est... Parce que de nouveau, c'est en fait... Alors c'est pas les gros sabots, mais c'est pas subtil. Mais ce qui est pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fait si forte impression, c'est la façon dont c'est fait, à nouveau. Bah oui, mais c'est
Je pense que c'est parce que souvent, pour des films comme ça, qui sont des films vraiment d'auteur, il y a deux publics au cinéma. Il y a des gens qui sont pas du tout habitués à voir ce genre de film-là. C'est vrai. Et d'autres qui sont beaucoup plus habitués, des films avec des essais, des trucs comme ça. Et donc, eux, quand ils voient des montages un peu plus subjectifs ou vraiment des points d'interrogation, ils vont être capables de se faire le film dans leur tête. Mais d'autres qui sont un peu plus biberonnés à des films où on explique tout, et c'est un peu la mode aussi, dans les grands films en tout cas, de tout expliquer, tout te montrer, tout te dire aussi, parfois t'es perdu quoi. Ouais. Tu vois, il suffit d'un petit peu de subtilité, forcément tu regardes Memento par exemple, tu ne peux pas suivre, alors du coup tu vois ce que je veux dire, Oui, non, c'est clair. Voilà, ça dépend un peu le niveau de cinéphilie dans lequel on est. Ouais. Et bon, c'est vrai que Power of the Dog, c'est pas le film bankable, donc c'est clair que déjà de base, celui qui regarde ça, il a un certain choix de cinéma. Ah oui, bien sûr, c'est du pur cinéma d'auteur. Bon, malheureusement, pour plein de gens, c'est Netflix qui l'a financé, du coup, voilà. Je sais que certains étaient prêts à le financer aussi, mais voilà, Netflix a raflé le truc. Tant mieux pour eux, parce que c'est un grand film. C'est vraiment un grand film. Et à la bande-son, c'est qui encore ? C'est Johnny Greenwood. Ben forcément, voilà, je le disais parce que je savais que tu allais dire quelque chose. Johnny Greenwood qui a 2 films du coup dans Stop, avec Spencer, ouais. Et qui est, je crois que je l'ai dit dans le podcast de la semaine prochaine, mais qui est à la bande originale de Licorice Pizza, qui sort, donc le prochain film de Paul Thomas Anderson, qui sort le 5 janvier et dont on va vous parler très vite. Et aussi peut-être à la fin de l'année 2022. On verra bien. Sans doute. En tout cas, Johnny Greenwood est un super compositeur de cinéma. Ouais. Je le préfère dire compositeur de cinéma que guitariste chez Radiohead, mais ça n'engage que moi. C'est un autre sujet, cela ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Exactement. Voilà en tout cas pour notre top 10 de cette année-ci. Ouais, un petit rappel Un petit rappel, attends, laisse-moi vite reswitcher. Ouais. Le 10e film, c'était donc Minari, de Lee Chang-dong, avec notre ami Stephen Yeun, qui voulait un selfie avec moi. C'est pas exactement comme ça que tu lui as un peu l'inverse. Ensuite, le 9e, c'était Riders of Justice, ce film un peu barré, dans lequel Mads Mikkelsen veut retrouver le mec qui a fait sauter le métro. Un peu barré. Complètement barré, qui faisait plaisir du coup, un grand plaisir coupable et pas coupable, plaisir tout court. 8e film, c'était Tic Tic Boom, film disponible sur Netflix, comédie musicale, drame musical sur Jonathan Larson. Qui n'est pas un biopic de The Hives. Non, tout à fait. 7e film, c'était Un Monde, sujet beaucoup plus sérieux, film belge sur le harcèlement à l'école vu du côté des enfants avec une caméra posée à leur hauteur, donc du coup c'est ça aussi l'originalité du film. 6e film, c'est Spencer, faux biopic sur un week-end avec la princesse Diana incarnée par Kirsten Dunst dans toutes ses Kristen Stewart. Dunst c'est plus tard dans le classement. Dunst c'est Kristen Stewart. C'est vrai que Kirsten Dunst en Diana, oui, bon, ça aurait été un peu étrange ça quand même. Oui. Voilà, donc ça c'est Kristen Stewart. 5e film, on a donc Julie en 12 chapitres avec Renate Reinsve et film de Joachim Trier. Grand coup de cœur que mes parents ont rattrapé et qu'ils ont adoré aussi. Comme ça, voilà un petit clin d'œil à eux. Et comme ça, vous avez l'avis de personnes de plus de 50 ans également dans ce podcast. 4e film qui n'est pas sorti en France malheureusement, The Green Knight, sorti chez nous de David Lowery. Film de voyage, d'épopée fantastique avec cet homme qui a coupé la tête au Green Knight et qui va sans doute se faire couper la tête. Il aurait peut-être dû choisir juste l'orteil, ça aurait été plus facile. C'est le deal en tout cas. Voilà, il est un peu bête, mais bon, que veux-tu, c'est la vie. 3e film, on rentre dans le top 3, Dune de Denis Villeneuve, film très attendu, film qui a été parfois pas compris par tout le monde, mais film en tout cas, c'est indéniable, un film d'auteur qui claque, qui clairement a de l'ambition et qui est une première partie, à ne pas oublier. Donc la suite arrive avec Zendaya dans le rôle principal du coup, puisqu'on va se focaliser sur elle, en tout cas dans le 2. Oui, oui. Elle aura un rôle beaucoup plus important que dans le premier, mais en même temps, ça c'est pas compliqué, parce qu'il y a littéralement 5 minutes de temps à l'écran dans le premier film. C'est pas grave, cette année, elle a Spider-Man pour être à l'écran, il n'y a pas de souci. 2e film, c'était The Last Duel, film de Ridley Scott, avec Matt Damon, avec Adam Driver, avec Jodie Comer. 3 perspectives, Ben Affleck en rôle secondaire du coup, 3 perspectives sur un drame, un viol, la version du mari, la version du violeur présumé et la version de la personne, la victime du coup, qui détient la vérité. Forcément c'est le rôle de Jodie Comer dans ce film-ci qui va la montrer. Très intéressant de la manière de raconter le film, comme disait Thibaut, beaucoup de films simples mais bien racontés. Et ensuite le premier film de cette année dans le top 10, c'est The Power of the Dog de Jane Campion qui a fait un tabac sur Netflix. Et elle a remporté le prix de la meilleure réalisatrice lors de la Mostra de Venise. Voilà. Donc vraiment, si vous n'étiez pas encore convaincu, faut y aller. Allez-y. En plus, Jesse Plemons est au casting et ça, vous savez ce qu'on en pense. On l'aime.
C'est très simple, c'est ça, notre top 10 de l'année. C'était une bonne année. Hein. C'était une très bonne année, comme chaque année en fait. Bon, t'as pas vu beaucoup des films du top non, 10 du coup. Cette mais année, je dois en rattraper beaucoup. J'ai pris un engagement l'année prochaine, du coup, parce que je travaille un petit peu moins. Je vais peut-être pouvoir rattraper un film ou deux de temps en temps. Feignasse. Ben non, justement. Bon, je suis là tous les lundis. Donc voilà, c'est ça notre top 10. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. On est sûr qu'il sera vraiment très différent. Ouais. C'est ça aussi le bonheur du cinéma, c'est de chacun ses goûts. Oui. J'aurais pu mettre des films de Noël avec Vanessa Hudgens, mais c'est pas le moment. J'aurais pu mettre beaucoup plus de films, dont des films français, parce que là, il n'y a pas de films français dans le top 10. Mais... Et des films plus fantastiques aussi, C'est un Thibaut. Que crève-cœur. se passe-t-il là Eh bien, dans mon top 20, il y a plus de films français et de films fantastiques. Écoute, Voilà. Ah, film français, film fantastique, j'en pense à un là. Pas les deux en même temps. Mais d'accord. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, voilà, c'était notre top 10. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui va clôturer l'année 2021. Oui. Merci de C'est nous avoir casse. suivis tout au long de l'année. Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux? Oui. On n'arrive plus à vous compter. Oui, Voilà. et comme vous pouvez le voir si vous êtes sur une chaîne YouTube, on essaye d'autres formats un peu différents sans devoir non plus trop changer la donne parce que c'est pas toujours facile de Oui, combiner. D'ailleurs, nous sommes un podcast, on parle de plus en plus, on mentionne de plus en plus dans les podcasts le fait d'être présent sur YouTube et que voilà, on montre des choses à l'écran, mais on reste un podcast. Tout à fait. Et donc c'est Ce ça. qui compte, ce sont nos deux belles voix, pas nos deux immondes faces. Par contre, on tient à s'excuser parce qu'on a eu 2-3 problèmes techniques récemment sur des épisodes dus à notre nouvelle méthode d'enregistrement. Donc on s'excuse. Hein. C'est pas que le son est pourri et qu'on enregistre dans un Boeing 747. Parce qu'on a fait des mauvais réglages. On a fait les mauvais réglages, mais c'est la vie, on apprend. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi Cinécast. À très bientôt du coup pour de nouvelles recommandations cinéma. Ciao ciao. Ciao, ciao.